À 4 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, en pleine tension préélectorale, l'exécutif ivoirien interdit tout rassemblement politique en dehors du cadre électoral pendant 2 mois. À l'heure où le président Ouattara brigue un 4e mandat, avec nous, le représentant du candidat du RHDP et porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, bonsoir. Alors, je le disais, interdiction de se rassembler pour 2 mois, une cinquantaine de manifestants qui écopent de 3 ans de prison ferme, 3 morts en 1 semaine, ce n'est pas rien. Ne craignez-vous pas que le spectre des violences passées est en train de planer sur le pays ? Non, la Côte d'Ivoire est sur des fondamentaux solides, madame. Nous avons un pays qui s'est modernisé, avec une armée, une police qui est professionnelle. Nous sommes dans un processus électoral. On aura des élections le samedi prochain. Manifestement, vous avez 2 blocs. Le bloc que j'appelle bloc républicain, composé de partis au pouvoir comme de l'opposition qui ont décidé d'aller aux élections et de faire confiance aux voix des Ivoiriens. Et puis vous avez donc le bloc subversif qui a décidé donc de défier la démocratie et d'empêcher donc la tenue donc d'élections. Écoutez, pour le bloc républicain opposant comme parti au pouvoir, les manifestations dans le cadre du processus électoral sont permises. Mais pour ceux qui veulent obstruer le processus électoral et qui s'adonnent à des casses et à des violences, mais la force reste à la loi. Donc vous dites que c'est mort, c'est normal finalement? Mais madame, je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La responsabilité des morts incombe à ceux qui décident d'aller contre la loi et les institutions et qui décident donc de s'adonner à la violence. Nous avons aujourd'hui un gendarme qui s'est fait tirer dessus. Donc la responsabilité, c'est ceux qui ont décidé d'utiliser donc la voie de la violence. Et ceux-là répondront devant la loi. Alors vous affirmez que l'alternance ne se décrète pas, elle se gagne dans les urnes. Mais quand des figures comme Gbagbo ou Thiam sont exclues, est-ce vraiment un choix libre pour les électeurs ? D'abord, il faut sortir du débat des personnes. On le dit, on le répète, à s'assister, il faut sortir du débat des personnes. Au Sénégal, M. Sonko avait été empêché de se présenter aux élections. Mais M. Diomaye est devenu président de la République. Et donc, parce que le PASTEF a choisi d'aller aux élections, a choisi le processus électoral. Le PASTEF n'a pas fait ce que ses opposants font en Côte d'Ivoire. Donc, M. Laurent Gbagbo n'a pas été exclu. M. Tidjane Thiam n'a pas été exclu. Ils ont juste, donc, ils ne remplissent pas les conditions conformément à la loi. Et comme en France, demain, Marine Le Pen, elle a été condamnée. Donc ne nous demandez pas de faire ce que vous n'acceptez pas chez vous. Ici aussi, il y a des règles. Même si nous sommes des pays africains, il y a des lois et chacun doit se conformer aux lois. Alors quand Tidjane Thiam, depuis Paris, évoque « Nous allons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours », qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien du tout. Ce monsieur est hors course. Ce qui est important pour nous, c'est le bilan de ces 15 dernières années. Et nous avons un devoir de redevabilité envers les Ivoiriens qui nous ont fait confiance et leur dit ce que nous avons pu faire pour eux. Et ensuite, quels sont les défis, donc les 5 prochaines années, notamment les transformations structurelles de notre économie qui va se poursuivre, maintenir un taux de croissance élevé, réduire la pauvreté. Vous savez, 5 millions d'Ivoiriens sont sortis de la pauvreté depuis quelques années. Et nous allons poursuivre. Nous étions à 55% de pauvres, aujourd'hui nous sommes à 37%. Notre objectif, c'est d'atteindre 20% de pauvres à l'horizon 2030. Donc ce qui nous intéresse, et le défi pour nous, c'est ce dialogue avec les populations ivoiriennes. Le reste, madame, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais ce que dit Tidjane Thiam, quand même, en toile de fond, je rappelle que c'est notamment le 4e mandat du président Ouattara qui reste très contesté. Les critiques sont claires. Ce mandat, comme en 2020 d'ailleurs, viole l'esprit de la Constitution. Ce débat est derrière nous. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de M. Ouattara. Les Ivoiriens auront donc aux urnes pour dire s'ils acceptent que M. Ouattara continue ou pas. Alors vous parliez des populations tout à l'heure, en tout cas visiblement les électeurs boudent le retrait de leurs cartes, beaucoup n'ont pas été retirés. Ne sentez-vous pas que les électeurs ivoiriens n'y croient plus à ce jeu démocratique ivoirien? Mais je ne sais pas sur quoi vous basez pour dire qu'ils boudent. Révisiter les processus électoraux des années passées, on a toujours le même taux de retrait des cartes d'électeurs. Pourquoi ça a été prolongé alors? Retirer aussi le carte d'électeur. Pourquoi ça a été prolongé cette possibilité de retirer leur carte? Est-ce que je peux répondre à votre question? Je vous en prie, je vous en prie. La loi permet aux
ivoirienne de retirer le jour. Donc il n'y a pas de péril dans la demeure. Ça a été prorogé parce que la CEI, et conformément aux accords avec tous les parties prenantes, a décidé de donner 2 jours supplémentaires. Mais Monsieur Touré, on n'a pas entendu le début de votre réponse. Est-ce que vous pouvez répéter le début de votre réponse, s'il vous plaît? On n'a pas entendu. Mais ce que je dis, c'est que la CEI a repoussé de 2 jours le retrait des cartes d'électeurs avec l'accord de toutes les parties prenantes. Et même si au bout de ces 2 jours, certains Ivoiriens n'arrivaient pas à retirer les cartes d'électeurs, la loi leur permet de le faire le jour du scrutin. Donc cela n'a aucun impact sur l'état d'esprit des Ivoiriens et le taux de participation. Ne tirez aucune conclusion hâtive. Alors, 15 ans après l'arrivée d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire affiche effectivement une forte croissance, plus de 6%, mais les inégalités restent criantes. Comment expliquez-vous ce décalage entre succès macroéconomique et difficultés sociales? Vous êtes quand même assez sévère parce que même aux États-Unis, en France, partout, il y a des inégalités sociales. Après, c'est de regarder d'où nous sommes partis, madame. Oui, je parle juste du cas ivoirien. On parle du cas ivoirien à l'heure actuelle. Oui, mais je dis... Oui, mais c'est bon quand même souvent de comparer. Alors, en 2011, nous avions 55% de pauvres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons 37% de pauvres. Plus de 5 millions d'Ivoiriens sont sortis de la pauvreté. Madame, avec le gouvernement ivoirien, avec l'appui donc des partenaires au développement, c'est 400 000 ménages qui sont assistés tous les trimestres. Donc, ce sont les ménages les plus vulnérables. C'est le raccordement à l'électricité qui a permis à près de 4 millions de personnes d'être raccordées à l'électricité. C'est la couverture en électricité qui part de 33% à plus de 95%. Mais c'est 608 collèges qui ont été construits en 15 ans, alors qu'en 50 ans, on n'avait que 294 collèges. C'est 9 universités qui ont été, 6 universités qui ont été construites passant à 9 universités, alors qu'en 50 ans, on n'avait que 3 universités. Donc les inégalités existent certes, mais elles reculent. Et c'est ce qui est important. Cette dynamique donc, va se poursuivre et notre bataille aujourd'hui, c'est justement réduire au maximum ces inégalités pour que tous les Ivoiriens vivent de façon égalitaire et heureux dans ce pays. Alors restez avec nous, Monsieur Touré. Je voulais vous faire réagir sur ce reportage de notre correspondant Cléophas Mossala concernant la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, et ce depuis 1983. Mais dans les faits, elle n'est jamais devenue le centre de pouvoir rêvé par Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne. Voici ce sujet de Laure de Matos et on revient avec vous. Pas un chat au marché artisanal du quartier millionnaire, pourtant situé en face du mythique Hôtel Président de Yamoussoukro. Muriel Hanno se tourne les pouces. Il n'y a plus de touristes. Actuellement, ça ne marche pas, Tu peux venir même et tu n'as pas de clients. En fait, c'est un peu compliqué. Et je souhaite vraiment que Yamoussoukro soit la capitale politique afin que les choses puissent marcher. Yamoussoukro est pourtant bien la capitale politique de la Côte d'Ivoire, et ce depuis 1983. Et le projet de Félix Houphouët-Boigny, premier président de l'histoire du pays post-indépendance. C'est sur le site de son village natal, dans le centre, que la ville s'est développée. Une ville étendue, aux larges avenues, avec cette majestueuse basilique construite sur le modèle de Saint-Pierre de Rome, mais assez peu fréquentée en semaine. L'idée du père de la nation, désengorger l'ancienne capitale, Abidjan, à 230 km plus au sud. La vie d'Abidjan, tout le monde le sait, c'est vraiment compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'embouteillages, tout le monde vraiment veut résider à Abidjan. Pourtant, Yamoussoukro est une belle ville où vraiment les gens peuvent venir se chercher. Si la ville a bien des atouts, elle reste largement moins dynamique qu'Abidjan. Et les habitants de Yamoussoukro, comme ces commerçantes du marché central, ne voient aucune évolution. Yamoussoukro, c'est comme chez mon village, quoi. Il n'y a pas de changement, c'est toujours la même chose. Depuis le marché au temps du fouet, là, c'est ça qui est là. En tout cas, lui, tu vas venir cette année, là, 2025, là, qui passe à Yamoussoukro aussi. Les ministères, les administrations, l'Assemblée nationale restent basés à Abidjan. Déplacer toutes les institutions de la République ivoirienne et les 700 000 personnes qui y travaillent coûte très cher. Seul le Sénat se situe à Yamoussoukro, ainsi que la Chambre des rois et chefs traditionnels, où l'on croit en l'ambition régulièrement réaffirmée des autorités d'aller jusqu'au bout du projet. Il y aura des infrastructures, il y aura des usines, les entreprises, le gouvernement va se déplacer effectivement et s'installer à Yamoussoukro. Ça veut dire qu'on sentira le transfert même dans l'assiette du plus petit commerçant. Et comme nous sommes chefs traditionnels, nous sommes les garants des us et coutumes.
et de la cohésion sociale. On ne peut pas parler de cohésion sociale dans la misère. Les quelques 400 000 habitants de Yamoussoukro attendent du concret de la part du futur ou de la future présidente. Et surtout des retombées économiques. Des projets existent. Une zone industrielle de 750 hectares destinée à accueillir des entreprises agroalimentaires en périphérie de la ville. L'extension de l'autoroute de Yamoussoukro à Daloa dans l'ouest. Et une ligne de train à grande vitesse depuis Abidjan, mais dont on ne connaît pas encore le tracé définitif. Du concret, Mamadou Touré, et des retombées économiques, c'est ce que réclament les habitants de Yamoussoukro, on l'a entendu. Est-ce que le RHDP, héritier du parti d'Houphouët-Boigny, a encore pour ambition de faire de Yamoussoukro une véritable capitale économique ? Mais la réponse se trouve dans la seconde partie du reportage. Une zone industrielle, des institutions comme le Sénat qui ont été transférées à Yamoussoukro, le siège des chefs traditionnels transférés à Yamoussoukro, 100 km de bitume dans la ville de Yamoussoukro, le train rapide qui permettra donc de rallier Abidjan à Yamoussoukro en 20-30 minutes, etc. C'est autant de projets qui vont permettre à Yamoussoukro donc d'assumer donc son leadership de capitale de notre pays. Alors je vais rappeler que Yamoussoukro, certes, est la ville natale du président Houphouët-Boigny, mais avant le président Ouattara, nous avons eu beaucoup de présidents à la tête de ce pays. Et aucun d'entre eux n'a fait ce que le président Ouattara a fait à Yamoussoukro. Donc la renaissance de Yamoussoukro, c'est Alassane Ouattara et ça va se poursuivre les 5 prochaines années. Mamadou Touré, merci. Je rappelle que vous êtes le représentant du candidat du RHDP Alassane Ouattara à la présidentielle du 25 octobre et porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien.